Comment devenir rentier en bourse en 2022? Mon abonné Arthur m'a demandé comment faire pour placer 650 000 euros pour générer 40 000 euros bruts de revenus par an. La première astuce, c'est d'investir dans des actions à dividendes et la deuxième astuce, c'est d'acheter un ETF World. Je vais expliquer tout ça en détail dans cette vidéo, mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner parce que lorsqu'on va franchir la barre des 1000 abonnés, je vais commencer mon challenge Investir en bourse avec 100 euros par mois. Alors, sans plus tarder, voyons voir comment faire pour devenir rentier en bourse en 2022. Avant de planifier une retraite et encore plus une retraite anticipée, il faut connaître les risques auxquels vous allez faire face. Il y a donc trois risques majeurs auxquels font face tous les retraités. Le premier, c'est le risque de longévité, le deuxième, c'est le risque de séquence et le troisième, c'est le risque d'inflation. Le risque de longévité fait référence au fait d'épuiser votre capital de votre vivant. C'est un risque majeur qu'il faut donc prendre très au sérieux. C'est la raison pour laquelle beaucoup de retraités veulent investir dans des actifs défensifs qui peut-être ne génèrent pas énormément en termes d'appréciation de capital, mais qui permettent de générer des revenus plus ou moins stables et qui ont une volatilité plutôt faible, ce qui leur permet de protéger leur capital. C'est d'ailleurs un des soucis d'Arthur, il m'a bien expliqué qu'il cherche avant tout à préserver son capital plutôt qu'à le faire apprécier, mais on va voir que comme toute stratégie boursière, il y a toujours un arbitrage à faire entre l'appréciation du capital, la protection du capital, générer des revenus et surtout vivre de son capital boursier à très long terme. L'objectif principal de tous les retraités, c'est de pouvoir générer un rendement suffisant pour vivre sans avoir à toucher le principal du capital qu'on a placé. Le deuxième risque majeur, comme on l'a dit, c'est le risque de séquence. Le risque de séquence fait référence au fait que certaines mauvaises années, surtout en début de la période, peuvent avoir un effet très grave sur la pérennité du plan du jeune retraité à très long terme. Trop de mauvaises performances en bourse vont réduire le capital et le fait d'être obligé d'effectuer des retraits sur ce capital va dilapider ce capital rapidement et finalement vous allez rapidement vous retrouver sans rien du tout et vous allez être obligé de retourner travailler. Donc le risque de séquence est le deuxième risque majeur auquel font face de nombreux retraités. Troisième risque majeur auquel font face tous les retraités, c'est bien évidemment le risque d'inflation, le fait que les revenus ne permettent pas de suivre l'évolution des salaires. C'est pourquoi dans beaucoup de stratégies, il faut tenir compte de l'inflation lorsqu'on commence à chiffrer les objectifs. Une fois qu'on a bien pris conscience des risques auxquels on fait face en tant que jeune retraité, il faut passer au chiffrage de l'objectif. Chiffrer l'objectif, cela veut dire essayer d'anticiper les dépenses mensuelles ou annuelles qu'on aura lorsqu'on sera retraité. Une fois qu'on aura chiffré ces dépenses, cela nous permettra de savoir exactement l'objectif à atteindre en termes de rendement généré par notre investissement. Dans le meilleur des cas, on va réussir à générer un revenu de nos investissements qui sera supérieur à nos dépenses, ce qui permet d'avoir un certain coussin de sécurité et de protection contre la volatilité du marché. C'est-à-dire, si la bourse génère des mauvais rendements et que nos revenus diminuent, cela n'aura pas un gros impact sur notre mode de vie, puisque de toute façon, on avait chiffré des dépenses qui sont inférieures aux revenus qu'on espère obtenir de notre placement boursier. Alors si vous avez déjà un chiffre en tête et que vous savez exactement combien vous voulez générer chaque année de vos investissements, comme Arthur qui lui souhaite générer 39 000 euros bruts annuels, vous allez prendre le montant du revenu que vous souhaitez avoir, vous le divisez par le rendement espéré ou attendu de vos investissements et le résultat vous donne le capital à placer qui va devoir générer ce rendement pour pouvoir obtenir le revenu que vous souhaitez. Donc dans le cas d'Arthur, il souhaite obtenir 39 000 euros bruts par an et il espère obtenir un rendement annuel de 6%, ce qui veut dire qu'il lui faut donc un capital de 650 000 euros à placer en bourse. S'il arrive à générer 6% sur ces 650 000 euros tous les ans, il va avoir 39 000 euros bruts de revenus qu'il pourra utiliser pour financer son mode de vie. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'un rendement de 6% pour un jeune retraité, est-ce un objectif réaliste? Alors en bourse, toute stratégie implique un calcul risque-rendement. Plus on espère obtenir des rendements élevés, plus il faut être prêt à supporter un niveau de risque élevé. Malheureusement, le risque n'augmente pas toujours proportionnellement au rendement qu'on espère. Dès qu'on atteint un certain seuil de rendement, le risque augmente plus que proportionnellement, c'est-à-dire parfois il augmente même de façon exponentielle, c'est-à-dire le différentiel entre un rendement de 6% et un rendement de 12%, ce n'est pas qu'on va prendre un risque 2 fois supérieur, parfois on sera obligé de prendre un risque qui est 5 ou 10 fois supérieur pour doubler le rendement voulu. En théorie, un rendement annuel moyen de 6% est réaliste si on s'en tient par exemple aux grands ETF. Par exemple, si on prend l'ETF iShares World, il a généré un rendement annualisé d'environ 7% depuis 2012. Et si on prend l'ETF iShares S&P 500, on voit qu'il a généré un rendement annualisé d'un peu plus de 11% depuis l'an 2000. Par contre, il faut garder à l'esprit que les performances passées ne garantissent pas forcément les performances futures. C'est pas parce qu'un actif donné a généré d'excellentes performances par le passé
qu'il va générer exactement les mêmes performances à l'avenir. Les performances futures peuvent être plus élevées ou inférieures en fonction d'un nombre important de facteurs qui sont hors du contrôle de l'investisseur. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on sort d'une période de 10 ans de croissance boursière extrêmement importante, mais que cela n'est pas toujours le cas historiquement. Il y a des périodes où la bourse génère des rendements qui ne sont pas forcément terribles du point de vue des investisseurs qui dépendent de leur investissement boursier pour générer des revenus stables, réguliers, prévisibles et fixes. Par exemple, entre 2000 et 2010, ce qu'on appelle la décennie perdue, les investisseurs qui avaient un portefeuille constitué à 60% d'actions et 40% d'obligations ont généré un rendement annuel moyen de seulement 2,3%, ce qui est donc inférieur par exemple aux 6% que Arthur souhaite générer annuellement, et donc un investisseur qui dépendait de la bourse pour vivre aurait eu bien du mal à satisfaire ses besoins. Alors de plus, comme on a déjà un peu touché à ça lorsqu'on a parlé du risque de séquence, et si vous êtes obligé d'effectuer des retraits importants lorsque la bourse a des mauvaises années, vous allez rapidement épuiser votre capital et toute votre stratégie sera compromise et finalement vous allez ne pas avoir un capital suffisant pour générer des revenus qui vont vous permettre de faire face à vos dépenses. Alors vu la période actuelle qui est une période de forte inflation, un contexte d'augmentation des taux d'intérêt, des chaînes d'approvisionnement qui sont complètement chamboulées, un contexte sanitaire imprévisible, un contexte géopolitique qui est très instable, donc un chaos qui règne dans l'ordre international. On voit que les cartes sont en train de se redessiner. On n'a aucune garantie, aucune visibilité à court, moyen ou long terme quant au fait que la bourse va générer des performances spectaculaires à l'avenir. D'ailleurs, beaucoup d'analystes qui analysent la valuation des actions se rendent compte que les marchés boursiers sont peut-être surévalués historiquement. Du moins, les valuations des actions sont très élevées par rapport à certaines périodes historiques passées, ce qui veut dire que les rendements attendus à l'avenir seront peut-être moins importants que ceux auxquels on a eu l'habitude d'avoir au cours des 10 dernières années. On est dans une période de contraction monétaire, du moins c'est ce qui semble se passer avec les augmentations de taux d'intérêt successives que la Réserve fédérale programme pour les années à venir. Elle arrête ou diminue ses achats d'actifs sur le marché des obligations. Donc tout cela aura pour conséquence de resserrer la politique monétaire. Les investisseurs vont peut-être se détourner des actions boursières spéculatives et vont se détourner vers des actifs peut-être plus sûrs comme l'or ou l'immobilier ou des valeurs boursières plus défensives, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de visibilité à long terme quant aux performances à venir. C'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas projeter les performances passées dans le futur et utiliser ces prévisions pour établir une stratégie de retraité, puisque tout planificateur financier doit toujours prendre une approche conservatrice lorsqu'il en vient à la planification financière et ne pas se baser sur des prévisions trop optimistes. À ce niveau de la vidéo, il faut peut-être présenter un peu mieux Arthur. C'est quelqu'un qui a 43 ans, donc il est très jeune. Il souhaite prendre une retraite anticipée, donc 20 ans avant l'âge normal de départ à la retraite. Il a certains avantages pour lui, c'est qu'il a quand même un capital assez important, 650 000 €, c'est une belle somme. Il est marié, il n'a pas d'enfant, donc il n'a pas de dépendant. Il n'a pas de loyer à payer, puisque sa femme, propriétaire de la maison dans laquelle ils habitent, il dit qu'il a également un mode de vie assez minimaliste, donc c'est pas quelqu'un qui est très dépensier. Donc cela est également très important, puisqu'un jeune retraité qui dépend de revenus boursiers pour vivre doit faire preuve de flexibilité dans ses dépenses pour pouvoir faire face à la volatilité du marché. Donc on a affaire à quelqu'un qui pourrait avoir du succès avec sa stratégie de jeune retraité qui dépend de la bourse pour vivre. Cependant, je pense à titre personnel que 6% c'est peut-être un objectif un peu ambitieux vu le capital qu'il souhaite placer. Je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de retarder la retraite anticipée de 10 ans et d'utiliser cette période pour faire croître le capital et atteindre peut-être le chiffre de 1 million d'euros, c'est-à-dire pour passer de 650 000 à 1 million d'euros en 10 ans, cela représente une croissance à peu près 50% au total, ce qui n'est pas énorme sur une période de 10 ans, donc en prenant un risque assez modéré, il pourrait théoriquement générer ce capital, et une fois qu'il atteint un capital d'1 million d'euros, déjà il aura une marge de manœuvre beaucoup plus large pour générer le revenu qu'il souhaite, puisque 39 000 € représenterait seulement 3,9% de rendement sur son investissement de 1 million, ce qui signifie donc qu'il n'aurait pas à prendre beaucoup de risques pour générer cela. Un excellent fonds monétaire pourrait générer ce rendement annuel, alors qu'en l'occurrence, générer 6% sur un capital de 650 000 €, ça comporte quand même une part de risque plus élevée et beaucoup plus d'incertitude. Cela dit, dans la suite de cette vidéo, je vais essayer de présenter des stratégies qui pourraient lui permettre de prendre sa retraite anticipée avec les 650 000 € qu'il souhaite placer.
Comme vous l'aurez compris, la question du rendement et des retraits, c'est probablement l'aspect le plus important de cette vidéo. D'ailleurs, beaucoup d'analystes, beaucoup de chercheurs, beaucoup de planificateurs financiers débattent de cette question. Combien peut-on espérer retirer de notre principal chaque année pour essayer d'avoir une retraite le plus long possible sans prendre trop de risques? Alors, il existe plusieurs approches, je vais les présenter rapidement l'une après l'autre. La première approche consiste à retirer un montant fixe tous les ans, peu importe les performances du portefeuille. Par exemple, si Arthur a besoin de 39 000 euros chaque année pour vivre, il irait retirer 39 000 euros de son portefeuille tous les ans. Alors malheureusement, comme vous pouvez vous l'imaginer, cette approche trop rigide aurait pour conséquence de dilapider le portefeuille si la bourse a des performances qui sont pas aussi bonnes que celles qu'on espère. Il pourrait certainement épuiser son capital de son vivant, ce qui est la situation qu'on veut absolument éviter. Alors si par exemple on imaginait que Arthur avait placé son capital en 2008 et qu'il souhaite retirer 40 000 euros à la fin de chaque année jusqu'à aujourd'hui, on voit que finalement, il aurait réussi à retirer les 40 000 euros chaque année, mais qu'il serait passé de 650 000 à 435 000 euros, ce qui veut dire qu'il aurait une moins-value latente de 215 000 euros. Et encore, vous remarquerez qu'on n'a pas ajusté les retraits pour l'inflation, ce qui veut dire que son pouvoir d'achat aujourd'hui serait bien inférieur au pouvoir d'achat qu'il avait lorsqu'il aurait commencé à placer son capital en 2008. Alors je sais que vous allez me dire que évidemment j'ai choisi la pire année pour commencer cette séquence. 2008 était l'année du krach financier. Mais il y a quand même des parallèles avec la situation d'aujourd'hui. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le S&P est en baisse de plus de 12%, donc il se peut qu'on ait une année négative dans le S&P 500, peut-être pas d'une vingtaine de pourcents comme en 2008, mais peut-être qu'on aura un moins 10, moins 12, moins 15%, ce qui veut dire qu'il y a quand même un risque que Arthur commence sa stratégie avec une année négative et qu'il soit obligé d'effectuer un retrait sur un capital qui est déjà en baisse, ce qui veut dire qu'il faudra quand même qu'il y ait des gros rendements les années suivantes pour rattraper ce manque à gagner afin d'espérer ne pas épuiser son capital dans 10 ou 20 ans. La deuxième approche, c'est de retirer un pourcentage fixe du portefeuille chaque année, encore une fois, peu importe les performances du portefeuille. Ça veut dire, par exemple, on va retirer 5% du portefeuille chaque année. Donc les années où le portefeuille performe très très bien, 5%, ça va nous permettre de retirer une somme plus importante que notre objectif minimal. Donc si Arthur souhaite retirer 39 000 euros, mais qu'il a une très très bonne année, peut-être que 5% représentera 45 ou 50 000 euros. Et par contre, les années où le portefeuille performe moins bien, peut-être que 5% sera seulement 25 000 euros. Donc ça veut dire, avec cette approche du pourcentage fixe du portefeuille, cela peut avoir des grosses variations dans les montants qu'on obtient, et c'est pas forcément optimal du point de vue d'un retraité ou d'un jeune retraité qui a besoin de revenus plus ou moins stables. Alors à ce point de la vidéo, on peut quand même toucher sur la théorie des 4%, cette théorie qui avait été avancée par un planificateur financier, un chercheur qui s'appelait William Bengen, et qui avait étudié pour la période 1926 à 1976, il avait simulé le portefeuille d'un retraité qui était à 50% en actions et 50% en obligations. Et donc à chaque année, il avait débuté un portefeuille sur cette période. Il avait vu qu'un taux de retrait de 4%, qui est ensuite ajusté à l'inflation chaque année suivante, permet d'avoir un horizon de retraite de 30 ans sans épuiser notre capital. Malheureusement, cette conclusion n'est plus vraiment valable aujourd'hui. Déjà d'une part parce que les obligations proposent des rendements négatifs, mais également d'autre part parce que les jeunes retraités ont des horizons d'investissement beaucoup plus longs que les retraités que Bengen analysait, qui eux prenaient leur retraite à 65 ans. Aujourd'hui, un jeune retraité comme Arthur, qui n'a que 43 ans, il aura peut-être un horizon d'investissement de 40 ou de 50 ans, peut-être même de 60 ans s'il a la chance d'être trentenaire. Donc cette approche des 4% ne fait pas sens, puisque les études maintenant démontrent que pour les investisseurs qui ont des horizons d'investissement très très longs, il faut s'éloigner des obligations et privilégier une allocation en actions quasiment à 100%. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont plutôt des partisans d'une approche plus souple. On va citer une approche en particulier qui est celle théorisée par la société de gestion d'actifs Vanguard, qui est donc, certainement vous avez peut-être entendu parler, c'est une société de gestion d'actifs les plus influentes au monde qui gère des milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et eux, pour les retraités qui sont clients chez eux, ils conseillent l'approche dite dynamique, l'approche des dépenses dynamiques. Selon cette approche, l'investisseur va se fixer un seuil minimum et un seuil maximum de retrait qu'il va effectuer chaque année en fonction de la performance du portefeuille. La première étape consiste à déterminer un montant de retrait qui serait durable ou soutenable à long terme en fonction du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Donc, dans le cas d'Arthur, il est prêt à prendre un certain montant de risque et on sait que le montant de retrait qui est à peu près soutenable, c'est 6%.
ce qui représente 39 000 euros sur son capital de départ de 650 000 euros. Ensuite, chaque année, on va ajuster ce montant de retrait en fonction d'une fourchette maximum, c'est ce qu'on appelle le plafond, et d'une fourchette minimum, c'est ce qu'on appelle le plancher. Le plafond est égal au niveau de retrait de l'année dernière plus 5%, et le plancher est égal au niveau de retrait de l'année dernière moins 2,5%. Chaque année, on calcule le montant minimum qu'on peut retirer en fonction de notre pourcentage de départ, et ensuite on l'ajuste au plafond et au plancher afin de déterminer le meilleur montant qu'on peut retirer. Alors on va voir maintenant un exemple de cette approche dynamique pour vous donner une idée de comment ça marche. Alors pour le portefeuille d'Arthur de 650 000 euros, on sait que le taux de retrait qu'il souhaite effectuer chaque année, c'est 6%, ce qui équivaut à 39 000 euros. Et ensuite, on va garder donc les seuils fixés par Vanguard par défaut, qui sont un plafond de 5% et un plancher de 2,5%. Alors la première année, imaginons que notre portefeuille de 650 000 euros prenne 10%. On finit donc l'année avec 715 000 euros. À ce stade, on doit réaliser 3 calculs. Le montant normal de retrait, c'est donc 715 000 euros fois 6%, qui est donc égal à 42 900 euros. Le plafond équivaut donc à 42 900 euros plus 5%, ce qui est égal à 45 045 euros, et le plancher est de 42 900 euros moins 900 euros moins 2,5%, ce qui est égal à 41 827 euros. Alors quel montant faut-il choisir pour le retrait? Alors, on privilégie normalement le montant normal, qui est de 42 900 euros, sauf si celui-ci est plus élevé que le plafond, et sauf s'il est inférieur au plancher. En l'occurrence, le montant est inférieur au plafond et supérieur au plancher, et on constate aussi que le plancher est supérieur au niveau de revenu espéré. On va donc retirer le plancher, soit 41 827 euros, ce qui veut dire que par la fin de l'année numéro 1, il va nous rester 673 173 euros. Alors, bien évidemment, vous pouvez choisir de retirer 39 000 euros. Si Arthur estime qu'il n'a pas besoin de plus que 39 000 euros, il peut bien évidemment retirer cette somme. Le plancher et le plafond, c'est simplement un outil qui vous permet de vous situer et de savoir combien vous êtes autorisé entre guillemets à retirer pour rester dans une marge de sécurité et réduire le risque de dilapider votre portefeuille. L'avantage de l'approche dynamique, c'est qu'on maintient toujours un niveau de revenu qui est plus ou moins égal, ou du moins qui se rapproche le plus possible de notre objectif initial, tout encore une fois en minimisant le risque de trop retirer les années où le portefeuille performe bien et de trop peu retirer les années où le portefeuille va mal, afin de maintenir notre niveau de vie plus ou moins stable. Alors maintenant, la question à 1 million d'euros, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est comment faire pour construire un portefeuille qui permet d'obtenir un revenu régulier tout en minimisant la volatilité et en ayant une certaine part d'appréciation du capital. C'est une question extrêmement complexe et il existe autant d'approches qu'il existe d'investisseurs. Mais comme on l'a vu, on sait que l'horizon d'investissement d'Arthur est assez long, de l'ordre de 40-50 ans. C'est l'horizon qu'il faut prendre en compte en tant que planificateur financier pour minimiser le risque de séquence et le risque de longévité. Mais on a quand même deux choix, c'est-à-dire avoir un portefeuille qui est axé sur les revenus ou avoir un portefeuille qui est axé sur l'appréciation du capital. On va essayer, dans notre cas, de combiner un peu des deux. Alors, si on souhaite avoir un portefeuille qui est plutôt axé sur les revenus, il faudra logiquement se tourner vers des actifs comme les actions à dividendes et les SCPI qui sont utilisés par beaucoup de retraités pour générer un revenu stable de leur investissement. Et si on choisit l'approche du revenu, il faut moins se focaliser sur le montant total du capital, il faut se focaliser sur le rendement généré par les investissements. Alors, en termes d'actions à dividendes, il y a toute une liste qui va apparaître ici. On peut citer le ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrate, le Lixor ETF Europe Select Dividend 30, l'ETF Amundi EMU High Dividend, l'Amundi MSCI Europe High Dividend, l'ETF iShares World Quality Dividend, ou encore des actions individuelles comme des dividendes aristocrates, des dividend king, etc. Il y a énormément d'actifs qui peuvent rentrer dans ce cadre. On peut parler des SCPI, donc on peut citer par exemple des ETF iShares US Property Yield, le BNP Paribas Easy FTSE Nareit Eurozone, le Lixor Europe Stock 600 Real Estate, le iShares Asia Property Yield qui est un peu plus risqué. On peut parler de certains fonds SICAV ETS comme le Janus Henderson Horizon Pan European REIT. On peut parler d'actions individuelles SCPI américaines, le Realty Income Stag, etc. Il y a énormément d'actifs et je laisse chacun choisir les actifs qui sont le plus appropriés à leur tolérance au risque, à leur objectif bien évidemment. Mais ça, c'est une première approche, c'est de se constituer un portefeuille qui est composé d'actifs qui génèrent des revenus réguliers, c'est-à-dire des dividendes. Et surtout, un point important lorsqu'on choisit les dividendes des entreprises qui les versent,
c'est d'avoir des fonds à dividendes, des entreprises à dividendes qui augmentent régulièrement leurs dividendes à travers le temps, puisque lorsque vous allez acheter ces actifs pour la première fois, surtout si vous achetez des entreprises de qualité, les rendements seront assez faibles. Beaucoup d'entreprises qui versent des dividendes parfois ont des rendements de 2, 3, maximum 4%, ce qui veut dire avant d'arriver à un rendement de 6, 8 ou 10%, il faut attendre quelques années que les entreprises augmentent leurs dividendes si le contexte bien évidemment économique est favorable, mais c'est une première approche et beaucoup de retraités et de jeunes retraités s'en sortent très bien avec cette approche qui est axée sur le revenu. Si vous souhaitez l'approche de l'appréciation du capital, il faut donc se pencher sur par exemple des ETF qui sont focalisés sur les actions. On peut citer des ETF World, des ETF S&P 500, des ETF Nasdaq qui est quand même un peu plus risqué mais qui peut générer des rendements plus importants. Alors là, en prenant cette approche, bien évidemment, on va avoir une part de risque beaucoup plus importante dans le portefeuille, une volatilité beaucoup plus importante qu'il faut arriver à maîtriser au jour le jour, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Beaucoup de gens vont paniquer lorsque les choses vont aller mal, ce qui va se passer, comme en l'occurrence si au jour d'aujourd'hui vous investissez dans un ETF Nasdaq et que vous comptez sur les rendements pour votre retraite, vous allez transpirer parce qu'il y a énormément d'incertitudes et de volatilité dans le marché. Donc ce n'est pas forcément la meilleure approche pour tout le monde, mais même quelqu'un qui a un portefeuille composé majoritairement de produits à dividendes peut allouer 20% de son capital dans un ETF World ou un ETF Nasdaq pour avoir cette petite appréciation de capital qui va permettre au portefeuille de croître et donc de minimiser le risque de longévité. Et enfin, il est quand même primordial de tirer profit de tous les divers avantages fiscaux qui existent. Bon, pour quelqu'un comme Arthur qui va investir une grosse somme d'argent d'un coup, tous les dispositifs ne sont pas avantageux pour lui. Par exemple, le PEA, le capital reste bloqué 5 ans avant que l'avantage fiscal se déclenche. Donc à moins d'avoir déjà des sommes sur un PEA, ça ne fait pas vraiment de sens d'investir dans un PEA. Il faut peut-être privilégier les assurances vie. Et bon, le compte titre, bien évidemment, va jouer un rôle prépondérant dans sa stratégie d'investissement. Malheureusement, le compte titre n'offre aucun avantage fiscal. Il va devoir investir beaucoup dans le CTO, malheureusement pour lui, sauf s'il a déjà des PEA en place. Mais voilà, il faut quand même, s'il peut, essayer de tirer profit des assurances vie notamment, en essayant de faire des placements. Il n'aura pas forcément besoin de tout retirer d'un coup. Alors, une retraite anticipée, c'est le rêve de beaucoup d'actifs, beaucoup de jeunes actifs. Tout le monde rêve de pouvoir quitter son job et de vivre de ses investissements en bourse. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte lorsqu'on prévoit de prendre une retraite anticipée. À moins d'avoir un capital très important, on est quand même obligé de prendre une certaine part de risque. Et donc, il y aura forcément toujours une part d'incertitude quant à la régularité des revenus qu'on va pouvoir espérer tirer de nos investissements boursiers. Donc c'est pourquoi pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'énormes capitaux à placer en bourse, il faut parfois penser à peut-être maintenir une activité salariale à temps partiel pour minimiser la dépendance qu'on a vis-à-vis des investissements boursiers. Mais pour vous rassurer, dites-vous bien que vous aurez quand même ce portefeuille boursier qui peut générer un certain rendement annuel. Mais s'il ne peut retirer que 3% sur son portefeuille, ça fait quand même 19 500 € par an. Ça représente plus de 1000 € par mois, ce qui est quand même déjà un SMIC qui est généré de ces investissements boursiers. Donc son travail à temps partiel pourrait générer un complément de revenus qui pourrait lui permettre de vivre une vie confortable tout en ne touchant pas trop son principal et laisser ce principal croître, comme on l'a dit, pour dans 10 ans peut-être atteindre 1 million d'euros et à ce moment-là avoir une retraite qui sera beaucoup plus facile à mettre en place puisqu'il y aura un capital suffisant pour générer un revenu qui lui permettra de vivre sans prendre trop de risques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de voir mes autres vidéos, par exemple sur les meilleurs ETF pour 2022, les meilleurs ETF qui génèrent les gros rendements en bourse. Merci et à très bientôt.